Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va commencer la formation Scrum. Donc, on va voir en détail, c'est-à-dire les objectifs de cette formation. Donc, dans un premier temps, donc, on va découper la formation en deux parties. Donc, dans la première partie, il y aura. Je vais désactiver. Donc, on va voir la gestion des projets avec les méthodes standards, comme Waterfall cycle en V. On va voir aussi les problématiques ou les problèmes typiques de ces méthodes avant d'aborder voilà, les méthodes agiles, notamment la méthode Scrum, les rôles de Scrum, la notion de user story, la notion de backlog. Et pour la deuxième partie, il y aura la définition de mots terminés, la notion de sprint, les différentes réunions de Scrum, la gestion des releases et comment faire le suivi des projets Agile Scrum. Et à la fin, on va voir si c'est les outils qu'on peut utiliser avant de passer ou de faire un exercice pratique. Et il y aura aussi à la fin un questionnaire. Il y aura à peu près une quinzaine de questions pour des QCM, donc c'est juste pour répondre. Donc pour commencer, donc la gestion des projets Waterfall cycle en V. Donc c'est une méthode en cascade qui est désignée comme une méthode de gestion de projet traditionnelle. Donc le fonctionnement, le mode en cascade consiste à suivre une succession d'étapes prédéfinies de façon séquentielle. Et du coup, je ne peux pas entamer une phase ou une étape si l'étape précédente n'est pas encore achevée. Donc pour l'ensemble des étapes, généralement, il y a une partie, la première partie, c'est l'exigence, c'est-à-dire pour analyser les besoins. La deuxième partie, c'est de faire la conception, faire le planning des chantiers de l'aspect, c'est-à-dire la programmation, le planning budgétaire, mettre en œuvre la solution et faire la vérification, la maintenance. Donc ça, c'est le mode en cascade, donc c'est-à-dire pour respecter le séquencement des étapes. Les avantages de cette méthode, donc c'est une méthode très simple, elle est facile à mettre en place, la logique est structurée, s'adapte au projet clairement identifié, ainsi qu'au projet où la qualité prime sur le coût et les délais. C'est-à-dire dans le cas où le projet, le périmètre ou le besoin est bien arrêté, bien identifié. Donc il faut, c'est-à-dire il est recommandé de partir sur une méthode Waterfall. C'est aller plus simple à appliquer. Ou dans le cas où la qualité prime sur le coût et les délais, c'est-à-dire sur des projets où c'est-à-dire on a le délai, c'est-à-dire on n'a pas la contrainte de délai, il faut aussi faire un travail de qualité. Là, c'est-à-dire on peut adopter la méthode Waterfall ou la méthode en cascade. Donc, dès le départ, l'intégralité de projet est définie et planifiée avec précision. Donc, si le besoin est bien défini, et du coup, on peut utiliser la méthode en cascade. Ce qui facilite en théorie l'estimation précise du budget. Donc, quand on a un besoin qui est bien identifié, on peut faire une estimation pratiquement assez précise du budget, de temps et des ressources à mettre pour accomplir le projet, l'ensemble du projet. Donc, quels sont les inconvénients de cette méthode? Donc, elle manque la flexibilité à cause de son déroulement séquentiel. Elle ne laisse aucune place aux changements et aux imprévus. Donc, s'il y a des modifications, donc il faut pratiquement refaire ou la recommencer à partir de la première étape. Donc, les risques de déception du client sont plus grands puisque celui-ci ne voit le produit qu'à la livraison. Donc, nous, c'est-à-dire avant d'arriver à la livraison, on a un ensemble des étapes à suivre. Et le client, généralement, c'est à la fin qu'il va recevoir le produit et peut-être il y a un risque de déception du client. Peut-être c'est-à-dire ce qu'il attend comme résultat, ce n'est pas exactement ce qui a été fait. Et aussi, des fois, dans quelques projets, c'est-à-dire le besoin peut changer. Donc, nous, on va mettre peut-être des semaines, voire des mois pour pratiquement balayer toutes les étapes. Et pendant cette période-là, le besoin peut changer. Donc, il se peut qu'ils soient déçus du résultat final car ses attentes ont évolué ou le contexte a changé et le projet ne répond pas aux besoins actuels. Donc, tout changement implique de revoir le projet dans son intégralité ou presque. Donc, il faut pratiquement refaire toutes les étapes précédentes. Et cela va alors générer des retards et des coûts supplémentaires importants. Donc, cette méthode implique une analyse complète des besoins avec le client. Donc, pratiquement, il faut arrêter le besoin dès le départ
Si pour des petits projets, cela peut être efficace dès que la complexité augmente, donc ce qui arrive vite de nos jours, cette phase peut prendre des semaines, voire des mois. Si l'analyse des besoins prend des mois et que la livraison du produit est finie également, le risque de se retrouver face à un besoin qui a évolué entre-temps est grand. Donc c'est un petit résumé. Et là, c'est-à-dire pour balayer ou là, pour remédier à ces problèmes-là, il y a la notion des méthodes agiles. Donc là, on utilise toujours c'est-à-dire on parle des méthodes. Donc il y a plusieurs méthodes agiles. Donc les méthodes agiles sont des groupes de pratiques de pilotage et de réalisation de projets rédigés en 2001 par des experts. Il y avait 17 experts qui ont rédigé les bonnes pratiques des méthodes agiles. Donc, elles reposent sur un cycle de développement. Donc il y a trois notions qui sont très très importantes. Donc, il y a la notion d'itératif, incrémental et adaptatif. Donc, on va voir c'est quoi exactement ces trois notions. Donc pour itératif, un processus itératif est un processus dans lequel une série d'opérations est répétée d'une manière cyclique, avec l'intention de se rapprocher de plus en plus d'un certain résultat désiré. C'est-à-dire, pour chaque itération, on a un ensemble d'opérations qui se répètent pour chaque itération. Le cas, par exemple, si je prends un projet de développement, donc pour les opérations, on peut avoir la conception, le développement, les tests, l'intégration et la mise en production. Donc l'ensemble de ces opérations, elles se répètent de manière itérative. Donc pour la notion d'incrémental, donc permettant de produire une version améliorée, donc à chaque fois on livre une version, donc à chaque fois il y a une amélioration des versions afin d'arriver au résultat final, afin d'arriver au produit souhaité. Donc voilà, c'est-à-dire ces des versions améliorées en vue d'obtenir une solution cible, une approche incrémentale produit quelque chose de nouveau en modifiant une ancienne. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai une version améliorée de produit. Donc, c'est ça la notion d'incrémental. Pour l'adaptatif, donc les méthodes agiles insistent énormément sur l'adaptation des différents points différents. C'est-à-dire, parmi les points essentiels des méthodes agiles, c'est d'accepter les modifications demandées par le client. Donc, si le client il demande des modifications, il faut les accepter. Donc, adapter les processus par rapport aux besoins. Donc, s'il y a un changement au niveau de besoin, donc il faut adapter le process. Adapter le scope selon les feedbacks et les besoins. C'est-à-dire, plus tard, on va voir l'ensemble des réunions Scrum. Donc, parmi les réunions, il y a une réunion de présentation de revue du sprint pour avoir le feedback client. Donc, si le client il demande d'adapter le scope, il faut accepter ces demandes. Et être capable aussi de s'adapter au moindre changement. Donc, s'il y a un moindre changement, il faut l'adapter, il faut accepter le moindre changement. Donc, adapter le scope selon les feedbacks et les besoins. Donc, c'est-à-dire un schéma comparatif entre la méthode waterfall et la méthode ou les méthodes agiles. Donc, pratiquement dans les méthodes waterfall, donc on a le scope qui est pratiquement plus ou moins fixe. Et c'est-à-dire on adapte le temps et les ressources pour arriver au scope. Parce que dès le départ, on a un besoin censé être arrêté, identifié, et du coup, pratiquement, on a le scope qui est prédéfini. Et pour les méthodes agiles, c'est l'inverse. Donc, plus ou moins, on a le temps et les ressources qui sont de manière fixe, et on va adapter le scope selon les feedbacks du client. Parce que généralement, le client, c'est pratiquement impossible d'identifier c'est-à-dire le besoin d'une manière exhaustive. C'est à travers les évolutions de produits que le besoin peut être modifié. Ou généralement, il y aura de nouveaux besoins. Parce que, par exemple, quand on fait les présentations avec le client, donc avec les présentations que le client va commencer à imaginer d'autres scénarios, imaginer d'autres fonctionnalités, etc. Oui. C'est-à-dire la méthode waterfall, on a le scope qui est pratiquement plus ou moins fixe et on adapte, c'est-à-dire on fait l'estimation des ressources et de temps. Et contrairement aux méthodes agile, c'est-à-dire le scope peut être modifié, estimé, parce qu'on est essentiel d'avoir des modifications, des feedbacks de clients. Et on essaie, c'est-à-dire de fixer le temps et les ressources, plus ou moins fixer le temps et les ressources, et adapter le scope.
Donc, pour être capable de s'adapter au moindre changement, donc il y a plus que le suivi d'un plan de projet. Donc, c'est pas comme les méthodes classiques où, dès le départ, on a un plan de projet. Les méthodes agiles, il n'y a plus de suivi de plan de projet. C'est-à-dire, on est sur l'idée d'accepter les modifications et du coup, il n'y aura plus de plan de projet. Je ne sais pas ce que c'est clair jusqu'à maintenant avant de passer pour faire un passage sur les méthodes agiles existantes. La page précédente. Allez. C'est-à-dire, on ne va pas suivre le plan de projet. Là, les méthodes classiques, il y a un plan de projet qui est arrêté au départ avant de lancer le projet. Avec les phases, chaque phase, l'ensemble, pratiquement l'ensemble, les tâches, les jalons, etc. Les méthodes agiles, c'est-à-dire le fait d'adapter c'est-à-dire le besoin, le process. Donc, il n'y aura plus de suivi de plan de projet. Donc, pour les... Oui. Je pense que tout le monde faut faire plus qu'un suivi. Je ne vais pas faire un suivi d'un projet. C'est-à-dire, on ne va pas être, c'est-à-dire, qui met les méthodes classiques, faire le suivi d'une manière exhaustive, avec les phases, etc. Parce qu'on est censé d'avoir des modifications. À chaque fois, il y aura des changements. Mais en fait, on fait un suivi. Et on va mettre la partie, comment faire le suivi dans les projets agiles. Ce n'est pas qui met les projets classiques. Donc, pour les méthodes agiles, donc, il y a Rapid Application Development RAD. Ça a été fait en 1991. Donc, Rapid Application Développement, il se base sur trois phases. Il y a la partie cadrage pour analyser les besoins. La deuxième partie, c'est le design pour faire la conception. La dernière partie, c'est la construction pour faire la réalisation. Donc, c'est une méthode semi-itérative, puisque les itérations, ça va se faire, c'est-à-dire dans la troisième partie qui est la construction. Donc, là, au départ, on va faire le cadrage pour analyser les besoins. Ensuite, deuxième étape, c'est le design pour faire la conception. Au moment d'arriver à la partie réalisation, on a les itérations. Et pour l'extreme programming, ce qu'on appelle la méthode XP, donc on va prendre les X, c'est pas le E, donc XP, c'est la méthode XP, c'est extreme programming. Pratiquement, c'est une amélioration de l'ancienne méthode ARAD, où c'est à l'itération, la durée de l'itération, c'est entre 2 à 5 semaines. Où on va rajouter aussi, c'est-à-dire pour le développement, il y aura toujours un travail en binôme. Une personne qui fait le dev et l'autre qui fait la revue de code en temps réel. Donc, toujours pour les développeurs, il y aura toujours un binôme, donc il y aura deux ressources. Une ressource qui fait le développement, le codage, et l'autre qui fait la revue de code en temps réel. Et donc la troisième méthode, c'est la méthode ASD, donc Adaptive Software Development. C'est-à-dire là, elle se base sur des outils qui permettent d'automatiser déjà la génération de code source. Donc il y a la génération de code source, automatisation dans les phases de déploiement et d'intégration. Et quand il y aura un changement de technologie, c'est-à-dire on va adapter le code source généré en utilisant le langage ou la technologie souhaitée. Donc d'ailleurs, la méthode elle se base sur la génération de code source et l'automatisation de la phase de l'intégration continue. C'est vrai qu'il y a une génération de code source. Et générant, s'il y a des modifications là pour changer la technologie, il faut adapter avec le code source généré avec le langage ou la technologie souhaitée. Et le générateur est pratiquement existant qui permet de générer les classes, les couches ad hoc services, les couches d'erreur, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, j'ai mis juste les principales méthodes qui existent, mais il y a plusieurs. Ensuite, on arrive à la méthode de Scrum. Donc, le terme Scrum est emprunté au rugby qui signifie mêlée. Donc, Scrum, par exemple, il y a toujours deux équipes. Après rugby, il y a deux équipes.
وكي تكون كاينه اون فوت ولا تما يديروا هاد لو جو هذا وين يكون يديروا لا بال او ميليو يو دوز ايكيب تما افيك لي زيبور تاعهم عندك لو نيميرو 8 دو شاك ايكيب il va essayer de récupérer le ballon حنا كي يكون une équipe اللي تطبع لارض automatiquement le ballon يولي en arrière et du coup le numéro 8 les deux équipes essaient de récupérer le ballon. Donc c'est pour atteindre un but. Donc, ils ont emprunté le mot qui signifie mêlée في rugby. Donc ce processus s'articule en effet autour d'une équipe soudée qui cherche à atteindre un but. Donc là c'est beaucoup plus le terme d'atteindre un but. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé le mot scrum. Comme c'est le cas en rugby pour avancer avec le ballon pendant une mêlée. Ensuite, pour les rôles qui existent au niveau de la méthode Scrum, donc on a 3 rôles qui sont le PO, donc c'est le Product Owner, le SM, c'est le Scrum Master, et l'équipe de réalisation, qui est pratiquement l'équipe de dev. Donc on a toujours trois rôles, et dans la méthode Scrum, il n'y a pas de hiérarchie. Donc je vois rédiger pour l'autre, etc. Gardons le même niveau, il n'y a pas de hiérarchie dans la méthode Scrum. On va voir, c'est un par un, le rôle de chaque, c'est les fonctionnalités ou les tâches de chaque rôle. C'est quoi le Product Owner? Donc c'est celui qui ressemble au rôle de maître d'ouvrage. Donc c'est lui qui a une maîtrise de produit. Donc il participe à l'élaboration des besoins et porter la vision client du produit final. Donc c'est celui qui a une maîtrise de produit. C'est la vision client du produit. C'est lui qui va identifier les fonctionnalités du produit. Donc c'est à lui d'identifier ou de recenser toutes les fonctionnalités à développer ou à mettre en œuvre pour le produit. Les transférer dans une liste priorisée. Donc c'est à lui de mettre les priorités sur les fonctionnalités en choisissant celles qui doivent être en tête de liste pour le prochain sprint. Ensuite, on va voir la notion de le sprint. C'est quoi un sprint? Donc, il va travailler étroitement avec l'équipe de dev afin d'apporter à celle-ci une réelle expertise dans le domaine métier. On peut le considérer comme le référent métier. Dans certains cas, le PO, c'est le client, c'est la même personne. Donc, des fois, dans des projets, on fait le recrutement de PO, c'est-à-dire on va le recruter carrément même le client. C'est quelqu'un qui a une maîtrise métier, donc on va le recruter et qui travaille directement avec les équipes, avec l'équipe de réalisation. Donc il est idéalement situé dans les mêmes locaux que le reste de l'équipe. C'est recommandé qu'il soit avec l'équipe de réalisation les mêmes locaux. Donc il va déterminer la direction à suivre et les ajustements constants nécessaires pour maintenir le cap. C'est lui qui va, c'est-à-dire arrêter ou là, mettre le chemin à suivre pour arriver au résultat souhaité ou le résultat final. Ensuite, il y a l'équipe de réalisation, l'équipe de développement. Donc, c'est elle qui va mettre en œuvre la solution technique, c'est elle qui va réaliser les devs, et livrer une partie du produit final utilisable et testable à la fin de chaque sprint. Donc, pour chaque itération, l'équipe de réalisation doit livrer une version de produit. Et chaque personne dans l'équipe est simplement qualifiée en tant que membre. Donc, les éléments les de l'équipe, on les appelle ils sont qualifiés comme membres. Et dans Scrum, l'équipe est plurifonctionnelle. Elle inclut toute expertise nécessaire pour fournir une version du produit. C'est-à-dire, au lieu de parler des profils analystes, développement, DevOps, il faut essayer que l'équipe soit polyvalente et que chaque membre doit être multifonctionnel. L'équipe n'est pas seulement pluridisciplinaire, et aussi pour les technologies, il faut être multidisciplinaire, que chacun maîtrise pratiquement tout. Donc, fait également preuve de capacités diverses d'apprentissage. Donc, il faut que l'équipe de réalisation ait le sens d'apprentissage et idéalement composée de 3 à 9 membres. Donc, si on a une équipe, c'est-à-dire une équipe importante où le nombre dépasse 9 éléments, l'idéal c'est de partir sur plusieurs équipes de réalisation. Mais l'idéal c'est que chaque équipe, le nombre soit de 3 à 9. Ensuite, le dernier rôle, c'est le SM, c'est le Scrum Master. D'ailleurs, il y a les certifications de Scrum, il y a la certification PO, la certification de SM. Donc, même le rôle de PO, c'est certifiant, donc on peut avoir la certification.
Être créé en 2001 par 17 experts spécialisés pratiquement dans le domaine de développement. Donc ils ont arrêté les bonnes pratiques de cette méthode. Je pense pas. Je pense pas. Sur Internet, par exemple, il y a ce qu'on appelle manifeste agile. Donc, il y a l'ensemble des bonnes pratiques ou les méthodes ou les pratiques de la méthode des méthodes Scrum, des méthodes agiles plutôt. Ça a été créé en 2001. Mais organisme, je ne pense pas. Donc pour le SM, donc il va aider le groupe à apprendre et à appliquer Scrum afin que la valeur métier se matérialise. Surtout, c'est un facilitateur. Donc c'est à lui de trouver des solutions en cas où il y a des problèmes. Il va aider à supprimer les obstacles et il va protéger l'équipe des interférences extérieures. Donc beaucoup plus, il va veiller à la bonne application de la méthode Scrum. Donc, pratiquement, c'est lui qui va animer l'ensemble des réunions d'architecture plus tard. Et c'est un facilitateur, donc dans le cas où il y a un problème avec le client, c'est à lui de trouver des solutions. Pour l'équipe de réalisation, donc par les réunions, donc il y a une réunion d'architecture plus tard, c'est daily Scrum. Donc chaque membre il va dire ce qu'il va faire, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, éventuellement s'il a des problèmes ou il a des obstacles. Si un membre d'équipe évoque un problème, c'est au Scrum Master de trouver des solutions ou de supprimer les obstacles. Et surtout, il doit protéger l'équipe des interférences extérieures. Donc, en bas d'un chauffe-eau, le SM, ce n'est pas un chef de projet ni un chef d'équipe. Pratiquement, on va mettre carrément la technique. Donc, il va faciliter l'adoption par l'équipe des pratiques modernes de développement. Il va assurer que chacun, y compris le PO, comprenne les principes et les pratiques Scrum. Et surtout faciliter aussi la communication en interne ainsi que le dialogue avec le PO et aussi avec le client. Donc le SM n'est pas le manager de l'équipe, ni même un chef de projet, ni un chef d'équipe, ni un représentant de l'équipe. Donc c'est un facilitateur, s'il va veiller à l'application, à la bonne application des pratiques de développement Scrum. Il va assurer la communication en interne, notamment aussi avec le PO et le client. Et il va aussi supprimer les obstacles, les éventuels obstacles. C'est pas vraiment un sponsor. C'est pas vraiment un sponsor. C'est une partie des fonctionnalités d'un sponsor. Mais à mon avis, c'est pas vraiment le rôle d'un sponsor. Sponsor qui m'a appliqué les projets pratiquement terrain, des fois on avait côté technique, etc. Mais là, pratiquement, il faut carrément faire la réalisation. C'est un facilitateur, beaucoup plus. Ils sont chargés juste des pratiques Scrum. Pratiquement, oui. Exact. Il va aussi animer l'ensemble des réunions Scrum. C'est à lui de... avec les risques. Là, il va aider à supprimer les obstacles et protéger les équipes. Donc, quand il y a des obstacles, c'est à lui de trouver des solutions, à supprimer les obstacles pour essayer de faire avancer les travaux. Mais toujours dans le cadre du Scrum. Mais les obstacles, par exemple, si je prends un cas, les obstacles, des fois, les obstacles même... Des risques sur le projet. Les risques sur le projet, les problèmes externes. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un problème de transport. Donc, un membre d'équipe, pour le côté, on a un problème de transport. J'ai toujours en retard. C'est ce qui impacte l'avancement, la productivité. Donc, c'est au Scrum Master de voir et d'essayer de trouver une solution pour le problème. C'est tous les problèmes liés à l'avancement des travaux. C'est au Scrum Master de trouver des solutions. C'est un peu le rôle sponsor. Une partie même sponsor. Je ne sais pas ce qu'il y a des questions, on peut maintenant avancer, parce que j'aimerais bien avoir de faire un petit résumé sur ce qu'on a déjà vu. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais poser des questions. Quand il y a des décisions,
Décision, par exemple, à quel niveau les décisions? Changer par exemple de fonctionnalité. Ah, les Je fonctionnalités. vois pas encore Ah, la différence entre Scrum Master et Changer le scope. le scope, c'est Scope, pas. c'est Donc, la vision client, la vision produit, c'est le PO. S'il y a des nouvelles fonctionnalités, c'est au PO de les mettre, c'est d'identifier les fonctionnalités et de les prioriser. C'est pas au Scrum Master d'arrêter de définir les priorités. Vous m'avez dit une vision client, la vision produit. Voilà, عنده une partie تسويقية نشوفها من بعد. C'est surtout pour veiller à la bonne application des pratiques de Scrum et l'animation des différentes réunions. Et assurer la communication entre l'équipe, c'est la communication interne, que ce soit mal l'équipe de réalisation ou mal le P. C'est pas à lui de contrôler je sais pas, de contrôler, je sais pas, la phase technique de l'équipe de réalisation. Non. C'est pas une chef de projet, un dos avec le pouvoir de contrôler ou là, de commander, etc. Ah ben non. Là, disons le cas, si on prend un cas pareil, là, par exemple, il développe une solution, une application pour Un la client. administration. Ok. Donc, pratiquement, on va avoir un product owner dans le ministère, exact. Clio, un expert métier, Exact. voilà qui définit les fonctionnalités pures. On a l'équipe des développeurs pluridisciplinaires, plus le Scrum Master. Donc, en fait, quels sont les rôles que doit jouer le Scrum Master là? Toujours dans la thématique de la Scrum. كيفاش gérer le projet هذايا entre les deux équipes, sachant que les quatre ont des équipes, عندهم l'expert métier qui définit après, mais seulement il y a derrière d'autres personnes qui travaillent avec lui. Là, on dit une équipe qui va travailler sur le projet pour développer l'application, etc. Ok, c'est très bien. Là, c'est très simple. C'est vrai, on a le PO. Si le PO, là, c'est une personne côté client, allez, va travailler avec l'équipe de réalisation. Donc, la première action, c'est-à-dire au moins pour avoir une vision projet, allez, le PO va identifier l'ensemble des fonctionnalités à développer. Donc, il va mettre des priorités, etc. Là, avant d'entamer le projet, on va faire la constitution des équipes. L'équipe ou les équipes. Qui va veiller à l'application des bonnes pratiques, au moins la constitution de l'équipe, c'est le SM. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse que l'effectif entre 3 à 9. Donc, si le nombre dépasse 9, donc on va créer plusieurs équipes. Ensuite, c'est-à-dire pour la partie PO, pour identifier de l'user story, je ne sais pas, c'est l'ensemble des fonctionnalités, pour mettre les priorités. Déjà, le fait de construire des user story, donc il y a un ensemble de critères. Il y a des conditions pour réaliser une bonne user story. Qui va veiller à la partie AVI, c'est le Scrum Master. Quand il quantifie l'identification de l'ensemble des fonctionnalités. Donc le SML il a une vision ou la main pour dire que les user story elle a été bien faite ou à refaire ou les manques d'informations, etc. Donc même la constitution de user story, il y a plusieurs critères pour identifier ou là pour mettre ou là pour construire une user story. Donc qui va veiller à tout ça, c'est le SM. Ensuite pour l'ensemble des réunions qu'on va avoir en bas d'appliquer, c'est le SM qui va en charger, c'est à lui d'animer l'ensemble des réunions. Il va faire aussi la communication entre le PO et aussi l'équipe de réalisation. Il y a une partie qui a le suivi. C'est-à-dire une partie qui comment suivre les projets agiles. Donc on avance comme beaucoup plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un rapport au CMO. Slide. Là, c'est pas le représentant de l'équipe. C'est pas le représentant de l'équipe. Je crois que le représentant de l'équipe. Il représente l'équipe, oui, qui dit les démonstrations, là, qui... C'est un moment l'équipe, il y a plusieurs moments. Non, parmi les réunions, c'est la démonstration qu'elle produit. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai? Déjà l'équipe de réalisation, les autres autonomes. Les autres autonomes. Il n'y a pas, déjà, il n'y a pas de hiérarchie. On a cache au niveau, il y a le même niveau. On doit dire la présentation. Parmi les réunions, c'est la revue du sprint. C'est la démonstration qu'a le produit version sprint. Qui va présenter le client? Ce n'est pas le SM. Le SM, il va animer le truc, mais qui va présenter? Un membre de l'équipe.
Le SM ما عندوش une maîtrise تاع البرودوي رانا لاحقين etc. C'est l'équipe de réalisation. اللي là pour faire la présentation. وكاين لا نوسيون تاع l'autonomie. Donc l'équipe لازم il faut qu'elle soit autonome. ما كاينش واحد فوقهم كي كونترولي etc. On a presque l'ensemble d'équipe, chacun maîtrise presque. Exact. Il faut avoir avec la polyvalence. Mais qui connaît un par exemple, c'est à chaque fois un représentant واحد هو اللي présenter مع الكليون. C'est pas le SM. Le SM يقدر initier la réunion. Il va vivre, il ne faut pas que la réunion عنده déjà on va نشوفوا la durée de chaque réunion. C'est à lui d'assurer qu'il ne faut pas dépasser la durée. Il va vérifier que la réunion s'est bien déroulée, et non. Et qui va présenter le travail, c'est un membre de l'équipe de réalisation. Et effectivement, il y a des questions, mais quand on avance, c'est un mieux. Il n'y a pas d'autres questions, sinon on a posé des questions. Qu'est-ce que je fais de projet? Il y a des SM, il y a 3 rôles. PO, SM, équipe de réalisation. On garde au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Donc en fait, la notion de temps, de coût, elle incombe à l'ensemble de l'équipe. Le temps de release. Il y a une fixée de la semaine à réaliser la version 1. Qu'est-ce qui veille à ce que... Oui, elle incombe à tout le monde. Parce que pratiquement... Quand on avance, il y a des questions qui répondent directement. Okay. Donc là, je vois la notion de user story. C'est quoi une user story ou la histoire d'utilisateur? Donc c'est une description simple, compréhensible d'une fonctionnalité à une valeur métier. Donc la user story, c'est une fonctionnalité. Qui va construire le user story? C'est le PO, c'est le product owner. Le user story a un titre explicite. Exemple, client détenteur d'une carte Visa règle sa commande. Donc là, c'est le titre de l'user story. Il y a une phrase narrative structurée sous la forme en tant que je veux afin de. Toujours à dire la phrase narrative de l'user story. Exemple, en tant que client détenteur d'une carte Visa, je veux saisir mes données bancaires afin de régler ma commande en ligne avec ma carte Visa. C'est-à-dire la phrase narrative de l'user story. Donc là, le titre plus la phrase narrative, c'est au PO où il est lire. C'est pas le même cas. Parce que avec beaucoup plus, j'ai fait l'assistance. Parce que avec le projet donc j'ai assisté à une vision produit. Et j'ai joué les deux rôles, SM plus PO. Donc, on a un ensemble de critères d'exigence et des critères d'acceptation, c'est-à-dire les inputs et les outputs. Quels sont les inputs pour pouvoir réaliser la tâche? Quels sont les outputs qui permettent de vérifier ou de valider le bon fonctionnement de l'user story? C'est ce qu'on appelle les conditions de réalisation, les critères d'exigence et les critères d'acceptation. Alors, moi, je vais plus tard en détail. Exemple, il faut faire un contrôle à effectuer sur le format de la carte. Donc, pour résumer, donc, toujours en tant que je veux afin de, en tant que pour définir le rôle ou l'utilisateur, je veux pour définir le besoin ou l'action, et afin de pour définir le bénéfice et la valeur métier. C'est toujours un 3 axes, rôle, besoin et valeur métier. Donc il y a 3 axes, rôle, besoin et valeur métier. Et il y a 3 simples questions à poser c'était pour déduire les 3 axes. Pour le rôle utilisateur, qui a fait la demande ou qui bénéficie de cette demande? Pour le besoin, quelle est la demande? Et pour le bénéfice, quelle valeur métier découle de la réalisation de ce besoin?
Donc, un exemple, en tant que client, je souhaite pouvoir ajouter un produit dans mon panier afin de pouvoir l'acheter. C'est un exemple d'une phrase narrative. Donc, en tant que client, je souhaite pouvoir ajouter un produit dans mon panier afin de pouvoir l'acheter. Donc, on a un titre, on a la phrase narrative, on a les conditions de réalisation, les conditions, les critères d'acceptation, voilà. Et il y a une partie des exigences. Il y a une partie des tests d'acceptation des TA. Maintenant, je vous des exemples pour bien comprendre. Donc, pour les TA, les tests d'acceptation décrivent les cas d'utilisation ou les scénarios de test. C'est les tests d'acceptation. Et donc, la définition d'un scénario de test peut se faire selon 3 étapes clés. Donc, il y a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes utilisées, c'est les trois étapes clés. Given, when, then. Donc, l'ITA, c'est pour définir les scénarios de test. Donc, given, c'est la liste des conditions initiales nécessaires au test. C'est les données en entrée souvent. When, c'est décrire les actions à effectuer. Donc, on parle d'actions. On peut avoir plusieurs. Then, c'est décrire le résultat attendu en cas de bon fonctionnement de produit. Donc, les données que l'on veut récupérer en sortie souvent. Donc, un exemple. Pour l'exemple, c'est-à-dire fonctionnalité authentification. Le scénario, c'est tentative d'authentification avec un compte valide. Donc given, c'est en français, étant donné que je dispose d'un compte utilisateur Marie, quand j'accède à la page d'authentification au auth.html, donc là, c'est when. Et when, on peut avoir plusieurs actions. Donc, j'accède à la page authentification et je saisis mon identifiant Marie dans le champ login. Je saisis le mot de passe dans le champ password et je clique sur le bouton connexion du formulaire. Alors, je suis authentifié sur le site et je suis redirigé vers la page mon compte, à l'URL mon compte.html. Donc, étant donné c'est given. Voilà, donc il y a plusieurs actions et alors c'est le résultat, c'est la valeur métier. Donc un autre test, un autre exemple. Étant donné que je suis sur mon panier et que j'ai un produit avec l'ID 1, 2, 3, 4 en quantité 1 et que le stock public restant sur ce produit est de 0 et que j'ai ce produit en quantité 0 dans mon panier, quand je veux cliquer sur le bouton ajouter au panier, alors rien ne se passe. C'est un scénario de test puisque la quantité publique, le stock public fait 0 et du coup quand je clique sur ajouter, rien ne se passe puisqu'il n'y a pas de produit. Toujours le même scénario, donc étant donné que je suis sur mon panier et que j'ai un produit avec l'ID 1, 2, 3, 4, quantité 1, le stock public restant c'est 1 et que j'ai ce produit en quantité 0 dans mon panier, quand je vais cliquer sur le bouton ajouter au panier, alors j'arrive sur la page panier et que j'ai un quantité de ce produit dans mon panier. Parce que le stock public fait quantité 1. Et du coup, c'est-à-dire que le résultat, donc j'ajoute avec le produit le panier. Donc ce qu'il faut retenir, on a toujours un titre explicite, la phrase narrative, les conditions de réalisation, les conditions de satisfaction et les TIA, les tests d'acceptation. Une bonne user story doit respecter la notion, l'acronyme agile INVEST. C'est quoi INVEST? Le I pour indépendante. Il faut que chaque user story doit être indépendant des autres, au moins sur le sprint en cours. Donc, il faut essayer de mettre des user stories indépendants. Le 1 pour négociable. Donc, les détails doivent être négociables. C'est pour cela qu'on écrit une user story en une seule petite phrase afin de ne pas forcer les détails. C'est-à-dire les détails de la user story, c'est négociable. C'est-à-dire on peut les modifier. Il ne faut pas qu'on force la description, les informations. Donc, à tout moment, je peux négocier
le détail de user story, c'est-à-dire il y a la possibilité de modifier le détail de user story. Le V pour valeur, donc chaque user story doit être ou doit apporter une valeur business. Donc, toujours une fonctionnalité doit apporter une valeur métier. Le E pour estimable, donc chaque user story doit être estimable par les équipes de développement. Et pour cela, ces équipes doivent bien les comprendre. Donc il y a l'estimation, les user stories qu'on va voir plus tard le prochain chapitre. Donc il y a la partie estimation de la user story. Donc il faut que les user story doit être estimable par les équipes de réalisation. Le S pour small ou la suffisamment petite, chaque user story doit être bien découpé afin d'être livré au sein d'un seul sprint. C'est-à-dire qu'il faut partir sur le principe qu'une user story doit être réalisée au cours d'un seul sprint. Il faut éviter de mettre des user stories réalisées sur plusieurs sprints. Donc, par exemple, comme des user stories suffisamment petites. Des fois, on a des user stories qu'on ne peut pas la découper avec ce qu'on appelle une epic. Je ne vais pas t'en plus tard. Donc, une epic, c'est une grosse user story qu'on ne peut pas découper. Où là, à l'instant T, on n'a pas les éléments, là, les informations nécessaires pour pouvoir la découper. C'est ce qu'on appelle la user story de type epic. Le T pour testable, donc il faut que toutes les user stories soient testables. Donc là, on a l'acronyme INVEST. Je ne sais pas si c'est clair ou là. Ensuite, comment faire l'estimation de la user story? Donc l'estimation, il y a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes les plus utilisées, c'est le planning poker. C'est un jeu de cartes dont les valeurs suivantes suivent la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, c'est la somme des deux valeurs précédentes plutôt. Donc par exemple, c'est 1D, 1, 2. Donc 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 3, c'est 5. 3 plus 5, c'est 8, etc. C'est-à-dire la suite de Fibonacci. Et ensuite, on a le point d'interrogation dans le cas où on ne peut pas estimer la user story. Et l'infini, c'est pour les user stories, c'est-à-dire epic. C'est une grosse user story, selon un numéro infini. Donc, cette suite a été utilisée par car plus on grossit sa note et plus on estime qu'il y a une incertitude. Donc, pourquoi la suite Fibonacci? Puisque tant que, c'est-à-dire la valeur, plus on grossit, donc plus il y a une incertitude. Par exemple, si on a la valeur 13, si on ne suit pas la suite à Fibonacci, si on a une suite séquentielle à l'un des 13, 14, pour faire une estimation, on ne peut pas faire la différence entre 13 et 14. Mais avec Fibonacci, on a toujours un écart. Et du coup, par exemple, entre 13 et 21, déjà on dit 8, etc. Donc, quand on grossit, plus il y a une incertitude. C'est pour ça que les experts, ils ont opté, ceux qui ont adopté le planning poker, ils ont utilisé la suite de Fibonacci. Donc, quand une demande est très complexe, inutile de choisir entre 12 et 13 ou la 13 et 14. Ça n'aurait pas trop de sens. On préfère dire que c'est 13 tout simplement au lieu de dire 13 ou la 12 ou la 13 ou la 14. Ouais. Ah, c'est les poids, c'est les poids. Parce que ça sert à rien de pouvoir faire la suite à Fibonacci. Donc, هذا voilà, invest. Voilà, تكون âge تبع la notion invest. ايوه. estimable, etc. dépendant. من بعد خلينا في estimation. On estime quoi? User story. Estimation des user story. D'ailleurs, parmi l'invest, on parle de estimable. Donc, c'est pour ça qu'on est passé de l'estimation. C'est comment faire l'estimation. On estime quoi exactement? On estime le user story, c'est-à-dire la complexité de la user story, ou l'effort à mettre la réalisation de la user story. C'est pour ça qu'on est passé directement à l'estimation. Parmi les méthodes d'estimation, on a la notion de la méthode planning poker.
Planning poker, c'est quoi? Déjà, qui va faire l'estimation? C'est l'équipe de réalisation. C'est à eux de faire l'estimation. Donc, le jeu de cartes, chaque élément, chaque membre, a l'ensemble des cartes à deux mains. Donc, des cartes avec les numéros 1, 2, 3, etc. Donc, c'est dans le déroulement de planning poker, l'estimation se base sur la suite de Fibonacci. Donc, Fibonacci, c'est quoi la suite? Donc, on prend la somme des deux valeurs précédentes. Donc 1 plus 2, c'est 3, 2 plus 3, c'est 5, 3 plus 5, c'est 8, 8 plus 5, 13, etc. Il y a des gens, des équipes où c'est-à-dire l'arrondissement des valeurs, donc au lieu de 20, 21, il y a 20, au lieu de 34, il y a 40, etc. Mais l'idée, c'est que là, on a utilisé Fibonacci, parce que tant qu'on grossit la valeur, il y a les écarts. Donc, s'il n'y a pas la notion de Fibonacci, imaginez si je mets 13, 14, 15, je ne peux pas évaluer, je ne peux pas dire est-ce que la complexité c'est 13 ou la 14 ou la 15. Mais tant qu'il y a un Fibonacci, toujours un écart entre les valeurs, les grandes valeurs. Et pour une tâche qui est très très simple, donc le poids terrain, ce sera 1. Pour la complexité de la tâche, elle augmente, on augmente la valeur de l'estimation. Donc, qu'est-ce qu'on est estimation? C'est 1, maintenant c'est une tâche très simple. 2, c'est qu'on a de la valeur, qu'on a de la complexité de la tâche. Donc en fait, c'est du code qui permet de lister l'ensemble des user story planner. Je veux quelles sont, on va pondérer quelles sont les tâches les plus complexes pour mettre de. Là, on estime, c'est pas les tâches, on estime les user story. Les user story c'est-à-dire les fonctionnalités, par exemple, fonctionnalités هذه واعره بزاف هذه شويه هذه pour pouvoir donner plus de personnes. Donc le planning poker c'est le déroulement de ça. Et du le PO ou les user story qui va les décrire ou les construire. Ou elle a de la maîtrise métier. Donc Wachahidi va essayer de faire comprendre, il va expliquer avec les user story l'équipe de réalisation. On doit faire ça, et ça, et ça, etc. S'il y a des questions, les éléments, ils vont poser des questions pour bien comprendre la user story. Une fois c'est clair, donc les équipes ont la possibilité d'estimer la complexité de la tâche. Ensuite, chaque membre, pour moi, le poids c'est 3, l'autre le poids c'est 5, etc. Ensuite, on va voir qui connaît plusieurs valeurs, quelle valeur à prendre en considération. Donc, les valeurs, c'est la complexité, c'est pas le temps. Bon, il y a une relation avec le temps, mais c'est pas le temps. C'est l'effort à fournir pour réaliser la tâche. Ça va nous aider en bas pour estimer le coût de ta c'est ça? Oui, exact, bien sûr. Donc, c'est suite à bon, tout ça se fait en amont, pendant. Donc, avant d'entamer le sprint. Même dans la réalisation de sprint, je dois estimer les user story. Les user story, c'est de l'estimation. Je passe la partie planification de sprint. Le prochain sprint, quels sont les objectifs du sprint et quelles sont les fonctionnalités qu'on doit réaliser avec le sprint. Mais l'estimation, ça va se faire avant la planification de sprint. Donc, ces valeurs sont censées quantifier l'effort à fournir pour une tâche donnée. Plus la valeur est élevée, plus la tâche demandera de l'effort et donc souvent plus de temps. Le déroulement c'est le déroulement de planning poker. Donc le PO lit la description de la fonctionnalité à haute voix à l'équipe et l'équipe doit estimer l'effort à fournir pour la réaliser. Chaque développeur est doté d'un jeu de cartes contenant toutes les valeurs. Donc l'ensemble des cartes. Et chaque développeur va choisir son point d'effort dans son coin. Et l'ensemble des développeurs vont montrer leurs notes à l'ensemble de l'équipe au même moment. Donc, chaque développeur va faire l'estimation, va choisir la carte. Ensuite, au même moment, on va afficher l'estimation de chacun. Ensuite, imaginez quand il y a plusieurs estimations. Et dans le cas où il y a, par exemple, il a estimé 2 et l'autre il a estimé 21. Donc, il y a vraiment un grand écart. Donc, il y a un souci.
Donc il faut que les deux expliquent à l'âge ils ont choisi l'un le premier pourquoi il a choisi 2 et l'autre pourquoi il a choisi 21. C'est-à-dire avec celui qui a choisi 21, il a mal compris la fonctionnalité. Donc il faut essayer de faire un discours entre les deux et pour essayer de converger avec les estimations. Donc avec les deux, après des explications, ils vont voter à nouveau, essayer d'arriver pratiquement la convergence, pratiquement la même estimation. Ensuite, s'il y a par exemple des valeurs qui se répètent, par exemple, il y a une équipe qui est composée de 6 développeurs, 4 parmi les 6, ils ont estimé 5, et les autres, 8, l'autre 3. Pratiquement, on va prendre 5. Souvent, sont les équipes, pour la majorité, ils ont choisi 5. Des fois, on peut opter pour la moyenne, c'est-à-dire à l'essai de l'équipe. Donc, il n'y a pas des règles, mais on peut choisir soit la plus votée, ou là, on prend la moyenne. Mais souvent, quand il y a deux extrémités, donc il faut refaire le vote. Ensuite, il y a le backlog. Donc, c'est quoi un backlog? C'est un endroit où on met les fonctionnalités qui constituent le produit. Donc, la constitution de backlog Scrum a lieu avant le lancement du premier sprint. Donc, pour entamer le premier sprint, c'est-à-dire pour entamer le projet, donc il faut construire le backlog. Donc le product backlog, c'est-à-dire le backlog de produits, existe et évolue tout au long de la vie du produit. C'est la feuille de route du produit. Tout au long du projet, le product backlog centralise la liste de tout ce qui peut être fait par l'équipe par ordre de priorité. Donc, le backlog, c'est un endroit là où on met l'ensemble des fonctionnalités et du coup, c'est l'ensemble des user stories. Le backlog peut évoluer avec le temps. Donc, s'il y a de nouvelles fonctionnalités, il faut rajouter, faire évoluer le backlog avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, le terme backlog, déjà, on a la notion, le premier terme back. Donc, pour les bacs, il y a plusieurs types de bacs. Donc, catégorisés par deux catégories. Donc, il y a des bacs qui permettent de définir le besoin. Donc, il y en a 3. Il y a le bac à sable, bac de culture et bac de départ. Pour les bacs qui permettent les bacs de réalisation, on a 3 années. Il y a le bac de sprint, bac de récolte et le bac à glace. Donc, il faut retenir qu'il y a 6 types de bacs. 3 pour la définition des besoins et 3 pour la partie réalisation. Donc, je vois c'est quoi exactement le type de chaque bac. Donc, le bac à sable, c'est l'endroit où tout le monde peut mettre des idées. Donc, c'est le bac qui va contenir toutes les idées. Et une idée, il va mettre le bac à sable. Donc, ensuite, le PO décide de la suite à donner après une éventuelle conversation avec les parties prenantes de l'équipe. C'est à partir de bac à sable, donc c'est le PO qui permet de donner suite, c'est-à-dire de décider de la suite à donner. Est-ce qu'on prend avec l'idée ou là, après une éventuelle conversation avec les parties prenantes. Il faut retenir que les user stories possèdent juste un titre et un bref descriptif. C'est-à-dire, dans le cas où on a une user story, mais plus de détails, juste une idée, pour bac à sable. Ensuite, on verra est-ce qu'on va la prendre en considération ou là. Si on a une user story, oui, on n'a pas plus d'informations, on a plus de détails. Si on a juste un titre et un bref descriptif, on ne va pas qu'à ça. Par exemple, on a un nouveau projet, il faut donner une séance de brainstorming, on peut donner des idées. Exact. Question, répétition. Ensuite, donc là, c'est le bac à sable. C'est le bac qui va contenir toutes les idées. Là où on a juste un titre plus un bref descriptif. Le bac de culture, il va servir à préparer le terrain et s'interroger sur le quoi. C'est-à-dire, à partir de bac à sable, quand on pose la question quoi, on peut clarifier le besoin, définir la valeur, étudier la faisabilité. Donc, il faut avoir une idée, peut-être, il faut étudier la faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Alors, une fois la valeur établie, on peut travailler la solution. C'est-à-dire, une fois on cultive la user story qui existe au niveau de bac à sable, quand on pose la question quoi, c'est-à-dire on va donner plus d'informations sur la valeur métier et du coup, on aura bac de culture.
Ensuite, le troisième bac, la phase, la catégorie définition de besoin, c'est le bac de départ. Il servait à faire immerger une solution. On travaille sur le comment. Négocier une solution, détailler les conditions d'acceptation, préciser les critères de satisfaction. Donc, quand on met toutes les valeurs nécessaires pour la constitution de la user story, quand on rajoute les conditions de réalisation, les conditions de satisfaction, les tests d'acceptation, on peut mettre c'est ready to start, on peut entamer la réalisation. Le bac de départ. Donc, on a trois, un bac à sable pour mettre les idées, qui on a juste un titre, un bac descriptif. Bac de culture, quand on cultive la user story, quand on pose la question comment avec les parties prenantes, avec le client, quand on a la valeur métier, bac de culture. Quand on met toutes les informations nécessaires, c'est la condition, mais qu'on a un titre descriptif, qu'on a la phrase narrative en tant que je veux afin de, puis qu'on a les conditions de réalisation, les conditions de satisfaction et aussi les tests d'acceptation. Donc, on a tous les éléments, on a toutes les informations nécessaires à la réalisation de la user story. Bac de départ, ça veut dire ready to start. On peut entamer la réalisation de la user story. Donc, il y a les trois bacs qui concernent la catégorie de définition de besoin. Pour la réalisation, on a le bac de sprint. Donc, il va. Bac à sable, bac de culture et bac de départ. Le bac de départ, quand on a toutes les informations nécessaires à la user story, qui connaît le titre, la description, la phrase narrative, les conditions de réalisation, les conditions de satisfaction, les TA, les conditions d'acceptation. Donc, je peux entamer la user story et de coup, on aura bac de départ. Est-ce qu'on peut dire que le bac de départ, moi, le plan bac. Le bac de départ. Moi, j'ai fait normalement user story par là, on a dit, je me suis dit, le fait, c'est-à-dire les caïnés pour bac de culture, bac à sable, donc on n'a pas le détail. On va les utiliser peut-être pour mettre à jour. Exactement. 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 Le product c'est le bac de départ. Parce que quand on a toutes les informations, ça concerne donc le produit. Et pour la catégorie bac, la catégorie réalisation, on a le bac de sprint. Donc, il va contenir l'ensemble des user stories sélectionnés lors de la planification en fonction de la stratégie de PO et les objectifs de l'itération. Donc, à partir du bac de départ, il va contenir toutes les fonctionnalités de produit. Ensuite, le bac de sprint, il va contenir juste pour le prochain sprint, c'est-à-dire ce qui va être réalisé plus le prochain sprint. Donc, selon les objectifs du sprint définis par le PO, donc on va mettre les fonctionnalités qui rentrent dans le même objectif en suivant les priorités. Donc, on va prendre les plus prioritaires. On met l'ensemble des fonctionnalités qui rentrent dans le périmètre à la prochaine sprint. Donc, il y a des centaines de user stories pour le bac de départ, mais le sprint, on peut prendre par exemple 3 à 4 fonctionnalités. On va prendre les 3 ou les 4 selon les objectifs arrêtés par le PO. Pour le prochain sprint, voici les objectifs à atteindre. Donc, on va automatiquement prendre toutes les user stories qui rentrent dans le périmètre ou les objectifs de sprint avec les priorités. Donc, on va prendre les plus prioritaires. Qui va définir les objectifs, qui va définir les priorités plutôt, c'est le PO. Parce qu'on parle de la phase de réalisation. Donc, le sprint, on va mettre juste les fonctionnalités qui clôt le périmètre de prochain sprint. On a le bac de récolte. Une fois la user story développée, testée, approuvée, les user stories de ce bac sont alors packagées et livrées le plus fréquemment possible afin de valider sur le terrain les hypothèses indices. C'est-à-dire, une fois on réalise, on développe la user story, un déroulé test approuvé, par exemple le jour de la présentation par le client, avec le user story, on va la considérer comme une user story récoltée et de quoi on pourra bac de récolte. C'est-à-dire les fonctionnalités ou les user stories réalisées, approuvées, on va les packager le bac de récolte.
Le dernier bac, c'est le bac à sable. Ah, bac à glace. Ah. Je peux avoir le sprint 1 par exemple. Sprint 1, je vais réaliser le user Ah, story 1, 2, 2, 3. 3, نحطهم bac de une fois. يتحطوا في السبرينت. Sprint. وبعدين كنت جو رياليز لو user story 1 باكيجها في ريكورد سي صح ولا نرياليزيهم في ساعه. لا انا عندي سبرنت ومن بعد نحفظ السبرنت. قال السبرنت تاعي سي لا durée du sprint c'est 2 semaines exemple. Pendant 2 semaines, je vais essayer de réaliser toutes les fonctionnalités ou la user story planifiée à 2 sprints. Pendant 2 semaines, donc je dois essayer de réaliser le tout, ce qui a été planifié. Quand on avance les travaux, le dernier jour, je vais faire une présentation du client. Le client il va valider la fonctionnalité, ça a été approuvé, validé, etc. Qui classe le sprint, c'est à ce moment-là que je vais basculer avec les tâches. C'est pas au moment de réalisation pour moi, c'est bon, c'est récompensé. En fait, c'est le genre, ouais. كنكمل voilà avec voilà exact. Le dernier bac c'est le bac à sable, bac à glace. Il permet d'écarter les fonctionnalités jugées non stratégiques. Des fois on a des fonctionnalités elles sont priorisées, prioritaires. On a d'un certain moment on peut dire non, c'est pas stratégique, on peut les mettre ou là بالك ما يدخلوش carrément في le produit. On peut les geler ou là نحطهم bac à glace. نحطهم في الفريغو. Après quand on avance في les travaux, on peut faire sortir avec les user story bac à glace on a besoin de planifier. Voilà, ce qui a été récolté c'est bon. Il faudrait qu'on ait un bac de départ. On va parce que le PO attaque à chaque fois le grooming, c'est-à-dire il va affiner les user story. À certains moments, il va déduire une user story n'est pas vraiment stratégique. C'est pour tracer, pour savoir pour lui les tâches non stratégiques. Mais quand il convoque le bac de départ, il ne peut pas faire la différence. Et du coup, il faut faire un bac à glace. Donc, c'est la fonctionnalité capable de mettre carrément la réalisation. Ou là, il y a une fonctionnalité non faisable. C'est-à-dire on ne peut pas la réaliser. On ne peut pas la réaliser à l'instant T, mais quand on avance, il y aura d'autres éléments, c'est-à-dire d'autres informations, à un certain moment, on peut faire un bac à glace et on déroule la réalisation. Même bac à glace, je peux mettre les user stories épiques, des grosses user stories, je ne peux pas la découper. À la belle c'est une grosse fonctionnalité, mais maintenant les éléments nécessaires pour pouvoir la découper, on bac à glace. Il avance les travaux, et, il y aura d'autres éléments, là, d'autres informations, où il y a une meilleure maîtrise. À un certain moment, on peut découper, on peut un bac à glace, le découpage, un bac de départ si on a toutes les informations nécessaires. الباك دو ديبار المجموعة الباك دو ديبار تنحيها كاريمون déplacer. Juste à titre d'information, par exemple, Progress, on a utilisé à lancement les bacs. On a utilisé le Trello. Donc, on a le bac de culture, on a le bac de départ, bac de sprint et bac de récolte. C'est-à-dire, après qu'on ait la démonstration pour les clients, une fois c'est validé, on récoltera le bac de récolte. Donc, même Trello, c'est-à-dire, on peut l'utiliser pour créer les backlogs. D'ailleurs, je vous vois un exemple, on peut essayer de faire un exercice. Bac à sable, puisque Progress, c'était un projet d'adaptation. Il n'y avait pas vraiment des idées. On a un produit qui existe, il faut juste l'adapter. En fait, les bacs à gauche, c'est selon le projet. Selon, mais généralement, les يقدروا يكونوا. Mais des fois, je sais pas, un bac où ils ne مسحوش, ما يستعملوش. Ensuite, il y a la notion de terminer dans donc liste de vérification pour s'assurer que l'état de l'incrément à la fin du sprint s'applique aussi à une user story et à un futur, et dans ce cas permet de statuer sur la définition. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe de réalisation, avant d'entamer
le premier sprint, il faut que l'équipe se mette d'accord à la notion de terminer. Quand est-ce que je considère une user story qu'elle est terminée? Quelles sont la liste de vérification? Est-ce que, par exemple, si je prends le cas de développement, est-ce que quand je développe, je teste et je mets la solution, c'est-à-dire la tâche de pré-prod ou là pour les tests, une fois c'est OK, je considère que la tâche s'est terminée? Ou là, est-ce que des fois, dans des cas de projet allemand, il faut faire le dev, les tests et faire aussi la qualité de code? C'est-à-dire, on peut utiliser des outils qui sont en rôle là pour assurer pour assurer l'application des bonnes pratiques de développement, pour considérer que la tâche est réalisée. Donc, c'est à l'équipe de réalisation d'arrêter le terme défini. C'est-à-dire, je bascule la tâche, on dira terminée. Donc, la dimension, elle est vraiment très, très importante. L'équipe fait un mot, c'est quoi, quand est-ce que je bascule la tâche, on dira terminée. Est-ce que c'est le développement test, intégration? Est-ce que le développement test, qualité? Il faut arrêter une liste de vérification pour dire que la tâche est terminée. On s'applique aussi à une story et une feature. C'est juste que c'est une feature. Ouais. Feature, c'est la fonctionnalité. C'est la fonctionnalité. Et story, c'est une user story. Au bas de feature, on peut parler de les releases, on a la l'ensemble de release. Je ferai plus tard. Mais en gros, c'est ça. Il faut définir quels sont les critères à appliquer pour dire que la tâche est terminée. Pour je me basculer la tâche, une fois j'entame la réalisation, quand est-ce que je peux la basculer sur la colonne terminée. Donc elle est selon le projet, et voilà. L'équipe, la limite, elle a la mention de terminée.